Merci beaucoup Laurence pour cette présentation et cette vision de l'appropriation et la question de la façon dont les artistes, et dont Ingres particulièrement, un grand artiste comme Ingres, a pu être regardé et joué à plusieurs moments de la carrière de Picasso, une sorte de pierre de touche. Et nous allons du coup tous nous rejoindre pour une discussion d'un quart d'heure, parce qu'il va falloir faire une pause pour déjeuner, autour de ces questions. Donc merci à tous les intervenants de ce matin de m'avoir rejointe pour une discussion. Je lancerai juste peut-être une première remarque qui pourra nous permettre de discuter un petit peu, parce que je trouve que la richesse des interventions ce matin ne pourra pas être d'épuiser des questions en un petit quart d'heure de temps. Juste peut-être souligner, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a guidé vos différentes interventions, que nous nous rendons compte avec ces dialogues de peintre à peintre et de peintre à sculpteur aussi ce matin, la question qui avait été posée hier par Philippe Dagen du regard du jeune Picasso sur les contemporains et ses prédécesseurs, la façon dont Picasso, finalement, quand il commence à devenir Picasso, ne travaille pas du point de vue de l'emprunt, il ne fait pas des répliques de et il se situe loin de cette dispersion universelle dont nous a parlé Philippe Dagen hier, mais comme le disait Guillaume, peut-être, il regarde ces peintres et les prend, les réinvente, les absorbe avec une certaine rémanence de leur peinture dans son œuvre dans une longue période. Et c'est une des choses qui m'a marqué, je voulais peut-être en reparler avec vous, c'est la façon dont you emphasized the fact that Puvis Chavan was a key painter for Picasso for a long time, more than we thought, and perhaps in a lot of paintings, and la façon dont Le Greco lui aussi a pu être d'une grande importance pour la peinture de Picasso pendant plusieurs années. Nous avons tendance à identifier quelques œuvres autour desquels ce peintre a pu regarder les œuvres de ses prédécesseurs. Ingres, nous l'avons vu, Ingres a infusé pendant plusieurs années et longtemps après le moment dont on parle. Et peut-être une autre chose qui pourra nous amener à discuter, c'est cette question de l'appropriation par Picasso, et à plusieurs reprises cette question de la signature, du fait que Picasso s'identifie à tel point qu'il devient Yo El Greco, et plus que Yo Picasso. Il signe Paul Picasso à un certain moment, donc une façon d'assimiler, on l'a vu je crois, on avait peur lors de cette préparation de ce colloque du fait que nous, en parlant de couple d'artistes, nous allions situer Picasso dans l'emprunt, dans la question de la tradition et dans l'emprunt à une peinture antérieure. On voit bien, et c'est la démonstration que vous nous avez faite ce matin, qu'il s'agit moins d'emprunt que d'une façon d'aller au-delà pour Picasso et de se conforter dans sa nouvelle façon de peindre ou de sculpter. Alors, ce ne sont pas des questions. Maintenant, j'en avais peut-être une première après cette première remarque. C'était Ophélie, et peut-être du coup pour ouvrir aux autres interventions. Tu as parlé de la question de la posture de l'artiste et de ses manières de travailler qui étaient reprises d'autres artistes. Est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, que comme Guillaume, tu l'as évoqué, la question on dépasse la question de l'iconographie pour aller vers une autre façon de regarder les peintres antérieurs? Pour moi, en tout cas, c'est très clair que ce qui change dans son rapport à Greco, c'est le rapport plastique qu'il développe à Greco. Et c'est l'impression que j'ai eue, mais je suis loin d'être un picassien et très illégitime pour en parler. En tout cas, je vous livre mon intuition. C'est qu'il comprend plastiquement Greco grâce à Cézanne. C'est vraiment quand il arrive, à mon avis, à Paris, qu'il voit Cézanne, qui est entouré de cette aura grecquesque, ou je ne sais pas comment il faut dire, grecquienne,
qu'il va comprendre que Greco, c'est pas juste une image, que Greco, c'est pas juste les portraits du Prado, que Greco, c'est pas juste le Caballero qu'il cite, mais duquel il se moque aussi, comme il fera tout au long de sa vie, mais que Greco, ce sont des solutions plastiques, et Greco, à ce moment-là, devient un contemporain de Picasso et devient un égal de Gauguin, un égal de... on parle souvent de cannibalisme pour Picasso. Je crois que ce qu'on peut souligner, c'est que Picasso est cannibale, et c'est un cannibale gourmand. Picasso aime l'art, mais c'est un amant infidèle, donc il va butiner un peu partout. Il a comment dirais-je, des flirts qui parfois virent à la passion, qui durent de plus ou moins longtemps avec différents artistes. Mais ce qui est fascinant, c'est cet aspect cumulatif. Et tu parlais d'emprunt. Par une pirouette, on pourrait dire que c'est aussi des empreintes, en fait. Ces artistes laissent des empreintes en Picasso qu'ils digèrent et redigèrent tout au long de sa carrière. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, je rebondis peut-être sur une autre piste que tu viens d'évoquer, c'était celle des intercesseurs, des artistes ou des collectionneurs qui ont amené Picasso à regarder l'art de ses prédécesseurs. Donc Cézanne, pour le Greco, qui est une figure d'intercesseur entre ces deux œuvres. On a entendu hier parler par Édouard Vallès de la position des Catalans et des Espagnols. Vous avez reparlé à plusieurs reprises ce matin de Rossignol ou de Ramon Casas pour Puvis de Chavannes ou le Greco. Est-ce que Ophélie a évoqué lors de son intervention aussi la question des artistes comme Paco Durio ou des collectionneurs qui ont permis de voir ce double regard peut-être est aussi celui de l'artiste qui accumule cette question de l'accumulation des sources et des références. Est-ce que pour Ingres, Laurence, j'ai l'impression que Picasso était seul devant Ingres, ou est-ce qu'il y a eu des intercesseurs? Ingres a vraiment une stature particulière. Alors, il y a une slide qui a sauté, donc il y avait des choses que je n'avais pas pu dire parce que comme il n'y avait pas l'image, mais ça n'est pas extrêmement grave. Ingres n'est pas une personnalité, contrairement à celle de Gauguin, contrairement à celle du Greco, contrairement évidemment à celle de Van Gogh, qui a attiré Picasso. Picasso n'a pas posé en Ingres, il n'a pas signé Yo, Juan Domenico. C'était au contraire l'incarnation de l'artiste froid, méthodique, et c'est pas quelque chose qu'il aime fabuleusement, Picasso. Ça ne nourrit pas suffisamment son imaginaire. Et il n'a pas eu, je ne crois pas qu'il ait eu besoin d'intercesseurs pour aller vers Ingres, parce que Ingres était unanimement reconnu et très présent à Paris. La grande découverte, c'est le bain turc. Une petite chose quand même, il n'était pas tout seul devant Ingres, parce qu'il y a un nom que je n'ai pas prononcé et qui est fondamental, qui est celui de Matisse, parce qu'en fait, la partie se joue Picasso-Ingres, Matisse-Ingres, Picasso-Matisse-Ingres, et dans l'autre sens aussi, simplement, la période ingresque de Picasso n'est pas une période où il est tout seul face à Ingres. Ils sont à peu près tous dans le même retour à cette peinture. Pour autant, ça ne donne pas forcément un intercesseur. Est-ce que Ingres, n'était pas lui-même un intercesseur pour Picasso, notamment par rapport à l'Antiquité et à la tradition classique ? Voilà, j'espère avoir abordé cette idée dans ma quasi-improvisation. Effectivement, Ingres est déjà lui-même un résumé, ce que montre aussi le bain turc, et c'est ce que montrent toutes les images, un résumé de toute l'histoire de l'art des Grecs. Grosso modo, ce que ne touche pas Ingres, ça va être ce qu'on qualifie, c'est difficile cette terminologie, mais il ne va pas regarder du côté des artistes africains, du côté des artistes océaniens. En revanche, quelle curiosité pour les Persans, quelle curiosité pour la miniature, les miniatures et même la peinture du Moyen-Âge, qui avait été quand même très, très largement délaissée jusque-là. Ingres est un énorme réservoir, un énorme résumé, et c'est pour ça aussi qu'il est tellement fascinant pour Picasso.
Il y a un terme que tu viens de donner, Laurence, c'est ce terme de réservoir qui est peut-être important pour la façon dont nous avons construit aussi ces 2 premières sessions de ce colloque. C'est finalement qu'on pourrait peut-être parfois trouver les mêmes reproductions d'œuvres de Picasso dans plusieurs des interventions qui se sont déroulées ces 2 derniers jours, parce que finalement ce sont des artistes qui ont servi à la fois de réservoir à Picasso, qu'il a pu mêler, mais en même temps, avec toujours, ça c'est ce qui m'a marqué et ce que j'ai appris peut-être vraiment ce matin, c'était aussi la façon dont il a à la fois su puiser dans ses artistes et respecter la particularité de chacun et prendre quelque chose de particulier de chacune de ses façons de créer. Et peut-être pour revenir à l'intervention, parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux, d'Ophélie sur les rapports de Picasso à Gauguin, il y a aussi cette façon de regarder à la fois l'œuvre, le résultat produit par l'artiste, mais aussi sa façon de créer. Et là encore, la transmission indirecte via la Paco Dourio, là, c'était très intéressant de voir aussi le processus de création qu'il a pu connaître par un autre artiste pour la céramique, par exemple, est intéressant à voir. Et je voulais juste souligner, avant peut-être de laisser une ou 2 questions à la salle, si on a le temps, voilà, je voulais aussi souligner le fait qu'il y a parfois, en effet, parler de billard à 2 bandes, mais parfois à 3 bandes, il y en a parfois à seulement 2, mais que j'ai... En regardant la projection des œuvres de la collection Sincère dont tu nous as parlé, Ophélie, tout à l'heure, alors c'est peut-être un déclic un peu tardif, mais en voyant L'or de leur corps de Gauguin dans la collection Sincère, Sincère étant un conseiller d'État qui a collectionné Picasso dès les expositions à la galerie, son exposition à la galerie Vollard, et qui a ensuite collectionné pour la période rose, ça m'a fait penser au tableau, à la toile qui est dans l'exposition actuellement, Les 2 amis. Et c'est vrai que le lien des 2 corps, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le rapport des 2 corps entre eux avec la toile de Picasso, L'or de leur corps, est très intéressant, et que Picasso a donc probablement vu L'or de leur corps chez Sincère. Et tout ça pour dire que j'ai l'impression, à part cette relation qui peut être uniquement formelle, qu'il est intéressant de voir à quel point le regard peut-être aussi des collectionneurs de Picasso ont pu peut-être influer sur sa façon de regarder ses artistes, et que je m'imagine peut-être un peu loin, mais que les discussions avec d'autres artistes, avec les collectionneurs, ont pu informer son regard sur ses prédécesseurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle autour de ce que nous venons de dire. Ah, peut-être de Guillaume déjà. Non, c'était pas une question, c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le fait que certaines œuvres, beaucoup d'œuvres peut-être, se retrouvaient d'un PowerPoint à l'autre, ouais, etc. Je pense que ça nous dit quelque chose aussi sur Picasso. Il prend à tout le monde, mais il prend pas n'importe quoi, il prend pas tout. Et il y a une sélection. Par exemple, une scène de toilette, une scène de coiffeuse, elle peut nous faire penser à Toulouse-Lautrec, elle peut nous faire penser à Degas, elle peut nous faire penser à Ingres, alors à Gréco un peu moins pour des questions thématiques, mais elle peut nous faire... ça rejoint complètement ce que disait Philippe Dagen sur la question du motif dans sa communication. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette dispersion universelle, elle se fait parce qu'elle bloque, elle cale sur la question du motif. Et il avait montré 2 Matisse, 2 vues de Matisse, où on voit qu'il y avait des solutions plastiques différentes, mais c'était toujours le même motif. Et le motif bloque, et d'une certaine manière, c'est comme si, et je crois que ces différents peintres aident Picasso à faire ça, c'est comme si le cubisme était un tout petit peu le débouché nécessaire. C'est-à-dire comme s'il fallait, d'une certaine manière, déconstruire ce motif pour sortir du motif, pour réussir à avancer. Enfin voilà, c'est une réflexion qui m'est venue en écoutant les différentes communications jusqu'à présent, et en mettant en parallèle ou en opposant cette dispersion universelle qui bloque sur ce motif qu'on aborde par différents points, par différents biais plastiques, que différents artistes s'exercent, s'échangent, se repassent, mais qui fondamentalement s'essoufflent un tout petit peu jusqu'au moment où on arrive à passer à autre chose. Voilà. C'est une question, en fait. Si je peux me permettre 2 choses. Les artistes qui viennent d'être cités, sauf le Gréco, bien entendu, admiraient tous Ingres. C'était pour tous
que ce soit Puvis de Chavannes, que ce soit Gauguin, que ce soit... Alors Van Gogh, je dirais pas jusque-là, mais quand même, ces deux gars, c'est quand même, tous sont allés regarder l'exemple d'Ingres. Et la question du cubisme, alors ça c'est la photo qui a échappé, est quand même extrêmement importante. Et c'est là une des raisons pour lesquelles on n'accepte pas forcément aussi bien l'ingrisme de Picasso, c'est parce qu'il abandonne le cubisme pour retourner vers Ingres, et tout le monde a l'impression de s'être fait avoir, qu'il y a eu une énorme supercherie, alors qu'au fond, et si on regarde ce que je n'ai pas fait, ce que devient Ingres pendant la période cubiste, Ingres est là, il est fondamentalement là, et simplement Picasso le retrouve dans un autre mode à la sortie de cette période du cubisme le plus hermétique, quand ça se réouvre.